Bienvenue à ce nouveau webinaire, donc le 4e de la série dédiée à l'expérience client. Donc aujourd'hui, nous vous proposons de vous présenter les 6 indicateurs phares de l'expérience client. Donc certains sont connus, d'autres moins. Et l'idée, ça va être de vous proposer donc des astuces et de la méthodologie pour optimiser vos études afin que ces 6 KPI deviennent vos alliés stratégiques. Donc voilà, bonjour, je suis Aurore, chargée d'études au sein de l'Institut Sphinx et je suis accompagnée de David, directeur d'études au sein de l'Institut également. Bonjour à tous. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, voilà, donc le Sphinx, c'est une société donc de plus de 90 collaborateurs avec plus de 35 ans d'expérience. Nous avons une double activité. Nous sommes éditeurs de logiciels d'enquête et d'analyse d'études, mais également nous avons un institut Sphinx, institut d'études, où David et moi-même travaillons. Donc là, on peut vous guider à travers les études, que ce soit les études quantitatives, qualitatives, mais aussi un rôle de conseil pour vous accompagner tout au long de vos études. Alors, merci Aurore pour cette introduction. Alors, de quoi allons-nous parler précisément aujourd'hui? Donc, de KPI, vous le savez, c'est pour cette raison que vous êtes inscrits nombreux à cet événement aujourd'hui. Et plus précisément, donc, nous verrons pour chacun de ces 6 KPI que nous avons décidé de vous présenter aujourd'hui, nous verrons dans un premier temps en quoi ils vont finalement vous permettre de piloter la performance de l'expérience client dans votre entreprise, en quoi ils vous permettront d'orienter vos décisions stratégiques pour au final toujours mieux répondre aux attentes de vos clients. Nous verrons dans un second temps comment les intégrer à vos enquêtes en vous donnant des exemples précis de formulation et de présentation de ces indicateurs afin d'y permettre de recueillir des données qui soient toujours fiables et exploitables. Et dans un troisième temps, nous vous donnerons des clés de lecture indispensables pour pouvoir analyser ces indicateurs de manière objective en évitant les erreurs fréquentes d'interprétation. Alors, en termes de fonctionnement, n'hésitez pas à poser vos questions durant le webinaire. Pour cela, vous avez un onglet en bas à droite de votre écran. Vous avez l'habitude de questions. Audrey essaiera de répondre en temps réel au maximum de vos questions et on répondra avec Aurore à quelques-unes de vos questions en fin de webinaire. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel sur ce que doit être un KPI. Dans un premier temps, un KPI doit être spécifique, c'est-à-dire qu'il est clairement défini et qu'il répond à un objectif précis. Il repose vraiment sur un résultat concret. Un KPI doit être également mesurable, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur des données tangibles. Ils permettent de quantifier finalement des données, de les comparer entre elles et de les suivre dans le temps. Et enfin, un KPI doit être réaliste. C'est-à-dire qu'un bon KPI est toujours ambitieux, mais toujours atteignable. S'il est irréalisable, il aura pour conséquence de démotiver vos équipes. À l'inverse, s'il est trop facile à atteindre, il ne va pas encourager l'amélioration. Un KPI qui va répondre à ces 3 critères vous permettra au final d'orienter vos décisions, d'évaluer vos progrès et de guider la stratégie globale de votre entreprise. C'est finalement le point de départ de vos mesures d'amélioration continue. Alors, pourquoi il nous revient la mission aujourd'hui avec Aurore de vous parler de KPI? Eh bien, tout simplement parce que ça fait partie de notre quotidien. Aurore vous l'a dit tout à l'heure, on appartient tous les deux à l'Institut Sphinx. Et c'est notre travail de tous les jours de conseiller nos clients et de monter pour eux des dispositifs d'écoute client, entre autres, dans lesquels nous sommes habitués à manipuler, à interpréter, à analyser ces fameux KPI. Et on souhaite aujourd'hui vous partager notre expérience. Alors bien qu'on soit encore relativement jeune, mais notre petite expérience sur le sujet. Et voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui devant vous. Alors, sans plus de suspense, on va vous délivrer les 6 KPI qu'on va évoquer aujourd'hui. Donc, on va parler de satisfaction au travers du CSAT, du Customer Satisfaction. On va aborder le FCR, le First Call Resolution. Donc, comme son nom l'indique, qui est la capacité de vos équipes à répondre aux demandes de vos clients dès le premier contact. Nous aborderons également la notion d'effort client à travers le CES, le Customer Effort Score. Nous aborderons également la notion de churn au travers des intentions de résiliation. Le traditionnel NPS, Net Promoter Score, donc qui retranscrit le niveau de recommandation de vos clients.
Et nous conclurons sur un indice d'orientation des verbatim que nous appelons dans notre jargon Sphinx le Recommendation Impact Score. Et je laisse donc la main à Aurore qui va nous parler de satisfaction. Merci David. Donc le premier KPI que l'on vous présente, c'est celui de la satisfaction, l'un des plus connus également, hein, qu'on appelle aussi CSAT pour Customer Satisfaction. Donc l'intérêt de cet indicateur, hein, ça va être qu'il est posé tout de suite après une interaction avec la marque ou avec l'expérience spécifique, hein, avec un service par exemple. Hein, donc ça évalue le service, le produit, ça peut être une fonctionnalité, une expérience, ça peut être un contact avec un service client, donc tout au long d'un parcours client. Et il évalue vraiment la qualité perçue, hein, la qualité perçue et d'autant plus à chaud, hein, pour avoir tout de suite le ressenti, hein, de la personne. Donc, son impact, il va permettre de prioriser donc les actions, qu'elles soient préventives ou correctives. Ça va permettre de mesurer l'efficacité des changements et ce, donc en temps réel. On peut agir très rapidement en ayant cet indicateur. Et on va du coup augmenter la fidélité et la rétention, hein, des clients pour optimiser son entreprise. Alors, sa mesure, il se fait en enquête post-interaction, donc tout de suite après le service ou alors l'entreprise. Donc, le but du jeu, ça va être de le poser tout de suite en début de questionnaire et si possible, on vous propose même de l'intégrer directement dans l'email d'invitation. Donc ça a pour but de permettre de capter une impression à chaud, donc tout de suite, hein, le plus rapidement possible. Le fait de le proposer très tôt, donc soit en début de questionnaire, soit dans l'email, ça va permettre d'assurer une réponse même en cas d'abandon. Hein. On peut avoir des cas spécifiques où on veut avoir tout de suite la réponse même si la personne ne va pas au bout. Donc ça, c'est bien sûr adapté en fonction de la méthodologie de l'enquête pour laquelle on a choisi. Et ça va permettre, bien sûr, de renforcer l'engagement du répondant parce que répondre à une question comme ça, assez simple, ça va engager tout de suite le répondant à aller poursuivre en fait le questionnaire. Alors, comment se mesure-t-il cet indicateur? Généralement, c'est une question de type, globalement, quel est votre niveau de satisfaction concernant cet entretien ou ce service? Et là, on vous propose plusieurs échelles. Alors, la première, une des plus courantes, c'est l'échelle de notation de 0 à 10, hein, de 0 allant de pas du tout satisfait à 10 totalement satisfait. Donc ça, c'est une échelle qui est assez intuitive, qui est facile, hein, qui est bien connue, qui permet de réaliser des analyses aussi en termes de moyenne. Après, le seul petit bémol qu'il pourrait y avoir, c'est que des fois, un 6, un 7, un 8 pourrait être un petit peu compris différemment selon les personnes. Donc, c'est pour ça que parfois, on propose des échelles en 4 points, hein, où on a du pas du tout satisfait jusqu'à tout à fait satisfait. Donc, c'est une nuance, en fait, où on a on va dire du noir et du blanc, en gros. Et puis, on a des nuances de gris un petit peu au centre. Hein. Donc, ça, c'est des échelles qui sont beaucoup moins ambiguës. On peut également travailler aussi, selon la cible, sur des échelles avec des émoticônes. Donc, ça peut être adapté, par exemple, pour des enfants. Hein. Après, voilà, il faut vraiment bien choisir sa cible. Alors, nous, ici, à l'Institut, on vous recommande, en tout cas, dans la mesure du possible, de pouvoir utiliser l'échelle en 11 points, hein, de 0 à 10, parce que c'est celle qui permet d'avoir une granularité la plus fine, et notamment dans le temps, si vous faites des baromètres. Je vous donne un exemple. Si vous avez quelqu'un qui est satisfait, il va peut-être donner une note de 8 hein, sur 10, alors que sur l'échelle en 4 points en dessous, il va mettre une note de plutôt satisfait. Et puis, si on l'interroge un peu plus tard, sa satisfaction a augmenté. Donc, finalement, sur une échelle entre 0 et 10, il va passer à un 9 sur 10. Donc, on va voir que ça a évolué. Alors que sur l'échelle en 4 points, il ne sera pas complètement satisfait. Donc, il ne va pas aller jusqu'au dernier échelon de tout à fait satisfait. Et il va rester sur le plutôt satisfait. Donc là, on n'aura pas vu d'évolution alors qu'il y en a une. Donc, voilà. Donc, dans la mesure du possible, on propose plutôt l'échelle de 0 à 10. Alors, comment on va l'analyser ensuite, cet indicateur ? Donc, on va d'abord avoir la répartition classique hein, des pourcentages ici, des notes de 0 à 10. Donc, ça permet de voir les pics et les creux de chacune des notes qui ont pu être données. On va essayer aussi de vous proposer donc des regroupements des modalités, donc souvent en quatre échelons, hein, de très insatisfait à très satisfait. Ça permet de mieux synthétiser l'information et aussi de communiquer. Par exemple, on peut dire voilà, 80% de nos clients sont considérés comme très satisfaits. Et puis à la fin, on peut également faire une lecture par note moyenne en appliquant un barème à chacune de ces modalités. Donc ça permet une analyse très, très synthétique et aussi un comparatif dans le temps qui est très, très facile. Alors, bien sûr,
souvent, il n'y a pas une seule des méthodes qui est proposée. On propose plutôt une combinaison de ces modes de lecture pour éviter donc les erreurs d'interprétation. Si on prend l'exemple qu'on a sous les yeux, là, on va avoir 46% de personnes qui sont insatisfaites. Et puis, finalement, on va se rendre compte que quand on regarde la répartition, eh bien, en fait, sur les 46%, il y en a quand même 27% qui peuvent être à 0 sur le graphique du haut, alors qu'en bas, la répartition, c'est 25% qui ont donné une note de 4. Et donc ça, c'est la moyenne. On va le voir, la moyenne à droite. Du coup, vous voyez, elle est différente et la moyenne nous donne un autre éclairage pour nous dire, finalement, il y a une répartition qui est un peu plus faible d'un côté ou plus haute. Donc, ça permet de compléter l'information qui est donnée. À l'inverse, si on prend maintenant une note de 5, ça peut montrer aussi des répartitions complètement différentes. Sur les 3 graphiques qui vous sont proposés, donc le premier, c'est des répartitions, on va dire, plus ou moins homogènes. Le deuxième, en revanche, il y en a majoritairement des insatisfaits et des satisfaits. Et puis, le graphique du bas, où là, on a plutôt ce qu'on appelle un peu un ventre mou au centre avec des notes de 4, 5, 6 qui ont été données majoritairement. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien penser à utiliser toute cette combinaison, en fait, de moyennes et de graphiques. Merci Aurore pour ce rappel intéressant sur cet indicateur satisfaction, un indicateur qui est couramment utilisé dans les dispositifs d'écoute client et c'est toujours bon de rappeler ces principes méthodologiques. Ce deuxième indicateur qu'on va présenter est peut-être lui un peu moins connu et en tout cas on le voit par expérience, il est beaucoup moins utilisé puisque beaucoup plus spécifique également, donc le First Call Resolution, le FCR, qui va mesurer finalement la capacité de vos équipes, donc de votre service client, de votre call center, de votre service support, comme le service support du SMAX par exemple, à résoudre les demandes et à résoudre les problèmes de vos clients dès le premier contact. C'est un indicateur clé d'efficacité et de satisfaction. Alors, il va mesurer finalement, il va témoigner le FCR de plusieurs choses. Il va témoigner dans un premier temps de l'efficacité opérationnelle, c'est-à-dire la capacité de vos équipes à traiter le problème de vos clients efficacement et rapidement. Il va témoigner dans un deuxième temps de la qualité de la formation et des outils, c'est-à-dire est-ce que vous mettez à disposition de vos équipes les bonnes informations, les bons process, les bons outils, les bonnes formations pour qu'ils soient en mesure de répondre efficacement aux demandes de vos clients. Et enfin, il va témoigner de la simplicité des procédures qui doivent être claires et compréhensibles par tous. Au final, un bon FCR vous permettra de renforcer la perception de fiabilité et de compétence de votre service. Il permettra également d'augmenter la satisfaction client en jouant directement sur l'efficacité et la rapidité de la demande. Et au final, il permettra de réduire les coûts opérationnels puisqu'il aura pour conséquence de minimiser les suivis et de réduire au maximum les interactions. En termes de mesures, alors le FCR, donc comme l'indicateur de satisfaction, s'intègre majoritairement dans des enquêtes à chaud, post-expérience, suite à un appel téléphonique, suite à un email, suite à une session de chat, suite à la gestion d'un ticket d'une manière générale. Ça va permettre au final d'assurer une réponse du client qui soit vraiment fidèle à l'expérience qu'il vient de vivre avec votre service. Pour trouver le bon périmètre, la formulation précise et les précisions à aborder à cet indicateur, il est important de vous poser aussi plusieurs questions. Est-ce que mon entreprise est en mesure de répondre à mes clients par un seul canal ou par plusieurs canaux? Est-ce qu'elle peut le faire par email, par téléphone, par chat, on l'a dit tout à l'heure. Vous devez savoir également si, dans la mesure où votre entreprise dispose de plusieurs niveaux de services, de support, est-ce que les escalades du niveau 1 au niveau 2 doivent être ou non prises en compte dans le calcul de cet indicateur? De la même manière, est-ce que les éventuelles erreurs du client, s'il contacte par exemple le mauvais service, doivent être ou non prises en compte? En termes de formulation, donc on est sur des formulations de ce type. Avez-vous pu finaliser votre demande dès votre premier appel abouti ou avez-vous pu obtenir une réponse à votre demande dès votre premier appel abouti? Vous avez vu, on met en évidence le terme abouti. Pourquoi? Tout simplement pour éviter de polluer la mesure par d'éventuelles difficultés de joignabilité de votre service. Le FCR témoigne vraiment de l'efficacité de votre service et non pas de son accessibilité. Donc, c'est important de le faire ressortir. En termes de modalité de réponse, on ne privilégie pas donc une réponse binaire en oui-non. On vous conseille plutôt de jouer sur les nuances, notamment sur la réponse oui,
en intégrant par exemple des modalités du type oui totalement ou oui partiellement. Cette dernière modalité va montrer que la demande du client n'est résolue qu'en partie et va nécessiter derrière du suivi ou des clarifications. On peut aborder cet indicateur du FCR également sous l'angle de la proactivité, en jouant également là sur les modalités de réponse du type « oui, l'interlocuteur a répondu à ma demande initiale » ou « oui, il est même allé au-delà de ma demande ». En mettant au travers de cette modalité de réponse, cela va témoigner finalement d'un comportement proactif de vos équipes qui vont faire preuve d'un supplément d'âme, d'un dépassement de fonction et qui vont apporter des informations complémentaires à votre client, des réponses à des questions qui ne s'étaient pas forcément posées et ce qui aura pour conséquence d'enrichir assez fortement l'expérience vécue par le client. Et ça va se ressentir derrière sur d'autres indicateurs comme l'indicateur de satisfaction qu'on a vu tout à l'heure. En termes d'analyse, assez classiquement, on va suivre ici la proportion de demandes résolues sur la part totale de demandes, donc le pourcentage de oui, un type de modalité oui ici dans notre exemple. Ce qui va être surtout intéressant pour avoir des données qui soient plus fines et plus exploitables, ça va être de suivre ces résultats finalement selon le type de problème ou selon le motif pour lequel vos clients vous ont contacté. Par exemple, pour évaluer notre service support Ressoinx, on réalise régulièrement des enquêtes de satisfaction dans lesquelles on intègre cet indicateur de FCR. Et derrière, on va voir si nos équipes du service support sont en mesure de vous répondre de la même manière, selon que vous appeliez ou que vous preniez contact pour des questions liées au paramétrage dans IQ, selon que vous appelez pour des problèmes de diffusion ou de restitution des résultats dans notre module de data visualisation. On va ici chercher à voir si elle est en mesure de répondre aussi efficacement à vos demandes selon que vous les contactiez par mail ou par téléphone. Il va être aussi important de suivre les tendances dans le temps, notamment suite à des changements stratégiques. Par exemple, suite à la mise en place de nouveaux outils, un nouveau CRM par exemple, suite à la mise en place de nouveaux process pour traiter les demandes ou suite au fait d'avoir dispensé des formations à vos équipes. Et ça permettra justement de mesurer l'impact de ces changements. Et enfin, il va être aussi important de coupler cet indicateur à une question ouverte, notamment pour ceux qui ont répondu non à cette question ou alors oui partiellement, pour savoir finalement quels sont les obstacles qui ont entravé la résolution immédiate et pour pouvoir derrière mettre en place des actions ciblées et personnalisées avec l'objectif d'améliorer cette résolution future. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le FCR. Merci David. Donc on va poursuivre avec l'indicateur qui est l'effort client, le Customer Effort Score, le CES, qui est également connu, mais qui est un peu plus récent. C'est un indicateur qui date de 2010, donc il est encore assez, moins utilisé, on va dire, que d'autres. En fait, ce CES, il a remis en cause un peu ce qu'on appelle le Customer Delight, dont David parlait un petit peu à l'instant, cette tendance qui vise à dépasser les attentes des clients. En fait, le principe, c'est que normalement, les clients, ils souhaitent d'abord que les entreprises répondent de façon simple et efficace à leurs attentes, plutôt que justement de chercher à les surprendre avec une expérience client hors du commun, ce Customer Delight. Donc, le principe, c'est que le CES va mesurer l'effort que le client doit déployer au cours de son parcours. Par exemple, quand il doit appeler justement le service client, combien de fois il doit appeler, etc. Donc là, l'idée, c'est qu'on mesure la facilité ou la difficulté à accomplir une tâche, à obtenir l'assistance, résoudre un problème ou effectuer un achat, par exemple. Et au final, il va identifier ces points de friction et les irritants clients afin de diminuer cela par rapport à votre entreprise. Donc l'impact, c'est qu'il va anticiper donc ces risques d'attrition, de perte de clients liés à des efforts perçus comme trop élevés. Si je dois appeler 3 fois pour appeler à chaque fois le service client, voilà, c'est plus compliqué. Donc on part du principe que moins le client doit faire d'efforts, donc plus il a de chances de devenir un client fidèle. Et enfin, il va permettre d'optimiser les canaux et les outils d'interaction. Suite à cette mesure, on va pouvoir voir ce qui demande le plus d'efforts ou le moins d'efforts, donc pour rendre ainsi l'expérience beaucoup plus fluide pour le client. Alors, comment se mesure-t-il? Alors, il va se mesurer dans des enquêtes à chaud, post-interaction, comme les autres indicateurs.
il va permettre d'être posé très tôt, hein, donc il faut le faire très très tôt après l'interaction, hein, pour pas qu'il y ait un biais de mémoire notamment qui soit introduit. Et on peut avoir une formulation de type: quel effort avez-vous dû personnellement fournir pour obtenir une réponse à votre demande? Et on part de aucun effort à 1 jusqu'à effort très important jusqu'à 5. Hein, c'est ce qui est classiquement proposé. Et souvent, on associe des questions commentaires pour aller un petit peu plus au-delà, pour creuser, hein, pour savoir ce qui a pu rendre plus compliqué la résolution du problème, ou éventuellement ce qui a facilité la résolution du problème, afin d'améliorer les process. En termes d'analyse maintenant, donc on va calculer en fait on va afficher tout d'abord les pourcentages de chacune des réponses qui ont pu être données. Là, la particularité de cet indicateur, c'est que finalement, aucun effort, c'est quelque chose de positif. Donc, sa note de 1, on l'a mis volontairement en vert ici, alors que ce qui va demander un effort, donc ce qui va être difficile, ce qui est plutôt négatif, les notes de 4 et 5 ont été mises en rouge. Et du coup, quand on calcule le score, hein, puisqu'on peut calculer le score ici, on va avoir une note de 3,1, mais on l'a calculé par rapport à un barème qui est inversé. C'est-à-dire que tous ceux qui ont donné une note de 1, on leur a attribué une valeur de 5. Et à l'inverse, ceux qui ont donné la note de 5, eh bien, va avoir une note, un barème de 1. Donc ça, c'est important pour qu'un score, on va souvent les présenter de manière positive, à savoir que plus un score va être élevé, plus du coup c'est positif et plus du coup il n'y a pas eu d'effort en fait à faire. Hein. On peut ensuite bien sûr avoir un regroupement pour une lecture facilitée. Souvent on regroupe les modalités 2 et 3 pour un effort modéré et pour l'effort important les modalités 4 et 5. Et on peut calculer le score CES un peu à l'instar de ce qui se fait pour le NPS, on va le voir plus tard, où là le score CES finalement ça va être le pourcentage de aucun effort. Donc là c'est 30% dans notre exemple, moins le pourcentage d'efforts importants, donc les 40%. Hein, et ça va nous donner une note de moins 10. Et cet indicateur varie entre moins 100 et 100, en sachant que plus on s'approche de 100, plus c'est positif, moins il y a eu d'efforts à fournir de la part du client. Donc, comme l'indicateur précédent que David nous présentait, l'idée c'est de pouvoir aussi segmenter ces résultats par type de problème, par motif, par canal, sur le même principe. Et bien sûr, on peut le corréler avec d'autres indicateurs, notamment avec la satisfaction globale, puisque on va pouvoir essayer de voir si plus l'effort est minimisé, plus la satisfaction, normalement, est censée pouvoir augmenter. Et on peut également analyser de manière qualitative les verbatims avec les questions que je vous ai présentées à l'instant. Merci Aurore. Alors, tu l'as dit, effectivement, une interaction difficile avec une marque, avec une entreprise, peut engendrer un effort client important, très important, et peut potentiellement déboucher sur un possible départ du client ou sur une résiliation d'un contrat. Et c'est ce qu'on va chercher à mesurer de manière beaucoup plus directe avec cet indicateur. Et donc, on aborde la notion de churn au travers des intentions de résiliation. Le churn, alors qu'est-ce que c'est le churn? Le churn, il se calcule tout simplement, c'est la proportion de clients perdus par rapport au nombre de clients total sur une période donnée. C'est vraiment un indicateur clé de la fidélité et de la compétitivité d'une entreprise. Intégrer des intentions de résiliation dans le cadre de vos enquêtes vont vous permettre, dans un premier temps, d'identifier les points de friction qu'il y a dans l'expérience client. Les raisons d'une intention de départ sont souvent révélatrices de failles, que ce soit dans le parcours client ou dans votre offre. C'est également l'occasion d'anticiper les départs des clients et de réduire l'attrition réelle, puisque en capturant finalement l'intention de résiliation, avant qu'elle ne se manifeste réellement, vous pouvez agir dessus en essayant de retenir les clients concernés. Au final, cela aura pour conséquence de réduire le risque sur votre niveau d'activité, de diminuer le risque de perte d'activité et de réduire les coûts associés finalement au remplacement de clients existants par de nouveaux clients, puisqu'on dit communément que acquérir un nouveau client coûte 5 à 10 fois plus cher que d'en conserver des clients existants. En termes de mesures, les intentions de résiliation peuvent s'implémenter dans deux types d'enquêtes. Tout d'abord dans des enquêtes périodiques, qui soient semestrielles ou annuelles, qu'on va plus communément appeler des enquêtes à froid. Ce sont des enquêtes qui s'appuient sur un échantillon représentatif de clients
et qui vise à suivre la satisfaction client dans le temps et à déceler des tendances quant à la fidélité. Elles peuvent également s'intégrer dans des enquêtes feedback sur le parcours client. Donc, c'est des enquêtes qui vont être réalisées à différents moments du parcours client, notamment à des moments précis où on pourrait engendrer de la frustration auprès des clients et engendrer une potentielle résiliation. On pourrait par exemple intégrer une question sur des intentions de résiliation dans une enquête post-réclamation pour savoir comment s'est passé le processus de réclamation, ou sur un parcours de vie un peu atypique, comme par exemple un assureur pourrait évaluer la gestion d'un sinistre auprès de son assuré pour voir comment cette gestion de sinistre va justement impacter sa fidélité à long terme. En termes de formulation, on est selon votre activité, selon votre spécificité de votre entreprise, on peut être sur une formulation de ce type-là. Envisagez-vous de résilier votre contrat ou mettre fin à votre abonnement dans les 6 prochains mois. On insiste sur la notion temporelle pour pouvoir recueillir une donnée qui soit vraiment précise et sans ambiguïté. Il est important de borner dans le temps ces potentielles intentions de résiliation. Comme on l'a dit tout à l'heure pour le SCR, on ne privilégie pas une modalité binaire en oui/non, mais on préfère mettre de la nuance, notamment via une échelle de type certainement, probablement, probablement pas ou certainement pas, ce qui vous permettra d'identifier 2 types de clients, les clients à risque, ceux qui sont plus certains de leur choix et qui vont se positionner plus naturellement sur la modalité certainement, de ceux qui sont plus indécis, encore hésitants, et qui pourront se positionner sur la modalité probablement. En termes d'analyse, on vous conseille d'aller au-delà de la simple lecture à plat de cet indicateur. La lecture à plat, c'est celle que vous avez ici à l'écran, où on pourrait lire assez basiquement que, en sommant finalement les proportions de certainement et de probablement, que 4 clients sur 10, 39%, envisagent de résilier leur contrat dans les 6 prochains mois. On sait que dans le cadre des enquêtes, ces intentions de résiliation sont souvent surdéclarées, surévaluées, puisque vos clients en profitent ici pour vous passer des messages quant à leur potentiel mécontentement et ont tendance d'exagérer un peu ces indicateurs-là. C'est pourquoi on vous conseille de calculer un indicateur pondéré, donc une intention de churn pondérée, qui va au final retenir 80% des intentions certaines et 20% des intentions probables. Donc, dans notre exemple, en retenant 80% des intentions certaines, on multiplie 12% par 0,8, auquel on ajoute 20% des intentions probables, 27% multiplié par 0,2, ce qui nous donne une intention de churn pondérée de 15%, qui est un indicateur qui sera finalement beaucoup plus réaliste et beaucoup plus proche de ce qui va probablement se passer dans les réalités. Cet indicateur, il va être également intéressant de le suivre selon les différents segments clients, selon les usages, selon les comportements qu'ils ont, et essentiellement aussi selon l'importance qu'il représente en termes de chiffre d'affaires par rapport à vous. Finalement, est-ce que ceux qui envisagent de partir sont les clients qui réalisent le plus gros chiffre, qui ont le plus gros abonnement, les plus gros chiffres d'affaires avec vous, ou ce sont, entre guillemets, de plus petits clients, ce qui permet également d'évaluer le risque de manière plus précise. Il va être intéressant également de repérer des seuils critiques au-delà desquels l'intention de résiliation va monter de manière significative. Par exemple, après 12 mois ou 18 mois d'abonnement. Ou, par exemple, suite à une hausse tarifaire. Si on reprend l'exemple de notre assureur tout à l'heure qui revoit annuellement le montant des cotisations, on le sait tous, et bien en intégrant cet indicateur dans des enquêtes annuelles, on peut voir l'impact qu'auraient les augmentations tarifaires sur la solidité du portefeuille client. Et une nouvelle fois, il peut être intéressant de compléter cet indicateur par une analyse qualitative des verbatims qui vous permettra d'identifier les raisons profondes du mécontentement client et de détecter des signaux faibles qui vous permettront de jouer sur la rétention. Alors, on va aborder maintenant la notion de recommandation. Donc, c'est une notion qui doit vous être un peu plus peut-être familière pour certains. En tout cas, ce qu'on appelle aussi le Net Promoter Score, donc NPS, ou également en français IRC pour indice de recommandation client. Alors, pourquoi il est un peu plus connu? Parce qu'il est un peu plus ancien. Il est utilisé depuis 2003, donc depuis plus d'une vingtaine d'années.
et avec une solide méthodologie qui avait été appliquée pour son utilisation. Donc, il part du principe qu'un client donc qui continue d'acheter, donc n'est pas forcément un client fidèle. Hein. Il peut avoir justement, pour l'exemple de l'assurance, il peut ne pas avoir eu le temps de s'en occuper. Ça peut lui demander justement un effort trop important. La concurrence n'est peut-être pas aussi voilà favorable. Donc peut-être que c'est pas voilà, il est peut-être pas fidèle, mais voilà. Donc l'idée c'est qu'un client en fait fidèle, c'est bien plus que cela. En fait, il est finalement attaché à votre marque. Donc finalement, le NPS, lui, va permettre de mesurer, d'évaluer ce qu'on appelle la proportion des clients à recommander. C'est vraiment cette idée de recommander l'entreprise à une tierce personne, un ami ou collègue ou autre, fournissant donc une mesure globale par rapport à la loyauté et leur attachement émotionnel à la marque. Et le principe dans la méthodologie, c'était qu'il est expliqué qu'il existe vraiment une corrélation très forte entre le fait de déclarer, recommander la marque à ses proches et le fait d'effectivement rester fidèle. Donc, son impact, il va vous permettre d'identifier donc les segments à fort potentiel ou au contraire à risque. Donc, on va voir ce qu'on appelle les promoteurs, donc ceux qui vont faire du bouche-à-oreille plutôt positif. Et à l'opposé, on a les détracteurs qui vont vous indiquer des failles et qu'il faudra corriger normalement rapidement. Ça va aboutir à une priorisation des investissements, donc sur les segments ou les produits qui vont générer le plus de promoteurs pour se concentrer sur cela, en tout cas en priorité. Et ça va permettre aussi la faciliter les comparaisons sectorielles, pour aussi savoir comment on va se situer. Alors, ça mesure très classiquement, le libellé est assez toujours le même. On dit sur une échelle de 0 à 10 quelle est la probabilité que vous recommandiez notre société ou notre produit à un ami ou à un collègue. Là, on insiste sur le fait que c'est vraiment une échelle unique de 0 à 10 et pas une échelle en 4 points. Et c'est aussi une échelle qui commence à 0, pas une échelle qui commence à 1. On pourrait être tenté de le faire, mais non, en fait, puisque vraiment, on va calculer le pourcentage à chaque fois de personnes qui ont répondu dans telle ou telle réponse. Et c'est ce qui va nous permettre de calculer le NPS et ensuite d'être comparable. Donc, c'est vraiment important, cet indicateur, de le débuter de 0 à 1. Donc jusqu'à 10. Donc, ça va concerner les enquêtes périodiques de feedback et donc tout ce qui va être finalement barométrique pour pouvoir dire, voilà, là, on en est à ce moment-là, on a tel état des lieux, on est à tel NPS et puis un peu plus tard, on verra si on a augmenté ou pas en fonction des actions éventuellement correctives qu'on aura pu mettre en place pour mesurer son impact. Il est proposé à celui-ci plutôt en fin de questionnaire, à l'opposé de, par exemple, la satisfaction globale qui, elle, était plutôt une satisfaction à chaud, qui ne voulait pas être polluée par d'autres questions. Là, celui-ci, ça n'a pas tellement d'importance. On peut ne pas hésiter à le mettre plutôt en fin de questionnaire. Et nous, ici, l'Institut, en tout cas, nous, on vous conseille vraiment de privilégier une présentation, finalement, qui reste neutre. Donc, c'est-à-dire la première qui est en haut. On serait tenté de faire celle du bas pour que les gens ne se positionnent pas dans la zone rouge ou jaune. Mais justement, ça apporte un biais et du coup, après, votre NPS, il n'est pas comparable par rapport à d'autres NPS que vous pourriez voir sur la concurrence. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette présentation plutôt neutre. Alors, son analyse, elle se fait plutôt, elle, par regroupement. Donc, on a les fameux détracteurs qui sont plutôt donc ceux qui ont donné une note de 0 à 6. Les promoteurs à l'opposé, 9 à 10 et les passifs, 7 à 8. Donc là, à l'inverse du questionnement, là, on peut proposer de la mise en couleur, de la mise en évidence au niveau de l'analyse. Ça, au contraire, il faut le mettre en évidence. Donc, on va pouvoir apporter ces regroupements, les détracteurs passifs, promoteurs, et ce qui nous permet d'aboutir à un calcul de score, un petit peu comme on a eu pour le CES. Donc là, on va calculer toujours le pourcentage de promoteurs, donc là, c'est 47%, moins le pourcentage de détracteurs, donc 9%. Et là, on obtient dans notre exemple un NPS à 38. Et donc, cet indicateur varie entre moins 100 et plus 100 à nouveau. Et plus on se rapproche de 100, plus la personne va avoir tendance à nous recommander. Alors, je regardais un petit peu les questions, là, un tout petit peu. On nous pose toujours la question, donc on peut y répondre maintenant. C'est de dire, alors, quel est le score NPS finalement qu'il faudrait attribuer. Alors ça va dépendre vraiment du marché, de votre concurrence. Si on prend par exemple le domaine de l'agroalimentaire ou le domaine de l'automobile, les scores vont pas être les mêmes. Donc c'est pour ça que de toute manière, il n'y a pas vraiment de bons ou de mauvais scores. Alors on donne souvent par exemple d'atteindre le 70, c'est un objectif où on se dit voilà, si on peut déjà atteindre le 70, ça peut être une valeur, mais en tout cas, il faut vraiment essayer d'aller regarder les scores qui sont plutôt proposés dans l'ensemble du marché, parce que ça peut vraiment être vraiment différent d'un secteur à l'autre notamment.
Donc, c'est pour ça que notamment aussi le score comparable en études, il faut aussi faire attention donc au mode de collecte. Par exemple, des enquêtes qui sont faites par téléphone ont souvent des NPS qui sont plus élevés. Hein, pourquoi? Parce qu'on a un interlocuteur en face et on a plutôt tendance à vouloir essayer de le valoriser. Donc, souvent, les scores sont plus élevés par téléphone, par exemple, que par rapport à une enquête en ligne. De la même manière, le profil des répondants, il est assez connu que les profils européens donnent plutôt des notes un peu plus sévères que des Nord-Américains, par exemple. Et bien sûr, l'analyse des verbatims, on va y revenir également, puisque ça, c'est important de pouvoir compléter par une question ouverte. Attention, là aussi, il faut bien poser la question tout le temps. C'est-à-dire que on ne va pas poser cette question dans le questionnaire que quand on a des mauvaises notes, parce que sinon, ça introduit un biais. La personne pourrait être tentée de changer sa note. Donc, bien poser la question tout le temps si vous proposez une question ouverte qui est associée. Merci, Aurore. Les verbatims, justement, David va nous en parler en détail. Donc, effectivement, au-delà des indicateurs quantitatifs, les dispositifs d'écoute client que vous mettez en place vous permettent également de recueillir une donnée textuelle qui est riche, ce qu'on appelle les verbatims clients. On l'a précisé sur les 5 indicateurs précédents qu'on a vu, l'importance de coupler ces indicateurs à une question ouverte qui vous permettent de récolter de la matière sur les préoccupations et sur les attentes de vos clients. Eh bien, au travers de cet indicateur, ce score d'orientation des verbatims, on va voir de quelle manière il permet de nous offrir, disons, une vue d'ensemble, une vue synthétique des préoccupations et des attentes de vos clients. Alors, cet indice d'orientation des commentaires clients, il a pour objectif finalement d'aider vos équipes décisionnelles à comprendre quelles sont les dimensions qui vont générer le plus de frustration ou au contraire le plus d'engouement auprès de vos clients. Il va permettre également de faciliter la communication des résultats, puisqu'il aura pour objectif de transformer une donnée textuelle qui est dispersée, qui est riche, qui est variée, en une vision synthétique qui va être plus facilement diffusable et plus facilement comprise par tous, sans avoir recours à des analyses approfondies qui pourraient être faites par des qualitativistes, qui est intéressante à faire, qui est complémentaire, mais qui demande du temps et des compétences un petit peu spécifiques. On en parlera dans un prochain webinaire d'ailleurs au mois de juillet. Donc ce score d'orientation, au final, cette analyse des verbatims vous permettra d'identifier quels sont réellement vos points forts et de capitaliser justement sur vos points forts. Et vous permettra également d'identifier quels sont les nouveaux besoins ou les besoins émergents exprimés par vos clients, et permettra également de suivre la perception de vos clients sur les besoins non satisfaits. Est-ce que la perception de vos clients finalement va évoluer dans le temps sur ces points-là? Et enfin, vous pourrez sur cette base prioriser vos actions stratégiques en vous concentrant vraiment sur les attentes concrètes de votre client, celles qui vont vraiment impacter l'expérience globale de vos clients. Alors, en termes de mesures, ça se fait effectivement via une question ouverte qu'on vous conseille de relier à un indicateur quantitatif, donc ici à la note de recommandation. Donc, suite à la question de recommandation, on va demander pour quelle raison avez-vous attribué cette note de 4 dans notre exemple. Il est vraiment important de poser cette question à tout le monde, c'est-à-dire à tous ceux qui ont répondu une note entre 0 et 10, et ne pas se focaliser uniquement sur ceux qui seraient considérés comme des détracteurs ou comme des clients insatisfaits, pour vraiment faire du discours client un élément explicatif de la satisfaction de la recommandation client. Donc, on cherche à recueillir une donnée qui soit le plus riche possible, en incitant le répondant à nous donner le plus de détails possible, sans pour autant le contraindre. On vous conseille vraiment, pour ces questions ouvertes, d'y mettre un caractère facultatif, non obligatoire, puisqu'on sait par expérience que certains profils de clients ne souhaitent pas ou n'ont pas envie de répondre aux questions ouvertes. Et si vous leur donnez un caractère obligatoire, vous risquez d'augmenter de manière significative le taux d'abandon dans vos enquêtes. Une fois ces verbatims collectés, le principal objectif va être de les trier par catégorie, par thématique. C'est-à-dire quels sont les sujets, les thématiques qui sont évoqués dans les verbatims de nos clients. Et ça via des systèmes finalement de codification automatique et de détection également de l'orientation.
alors qu'ils vont reposer soit via des techniques d'analyse sémantique par dictionnaire, voire plus récemment intégrer à nos solutions une possibilité de codification par intelligence artificielle. Donc, dans notre exemple, on va d'abord chercher à identifier quelles sont les thématiques qui sont évoquées. Donc, on se voit assez rapidement que trois grands sujets, trois grandes thématiques sont évoquées dans le verbatim du client. Une sur les garanties, une sur la joignabilité du service et une autre sur les processus de remboursement. Dans un deuxième temps, on va chercher à voir de quelle manière est-ce que ces thématiques-là, elles sont évoquées. Est-ce qu'elles sont évoquées plutôt de manière positive ou alors de manière négative? Dans notre exemple, on voit que la thématique de la garantie est plutôt évoquée positivement, nettement positivement. Celle sur la joignabilité du service, nettement négativement, alors que la thématique sur le processus de remboursement est plutôt orientée évoquée de manière partagée, voire légèrement négative. Une fois qu'on a codifié, en partant de cette catégorisation en trois grandes thématiques, on va recueillir finalement une donnée qu'on a plutôt l'habitude de traiter dans nos enquêtes de satisfaction, puisqu'on va recueillir finalement une échelle de satisfaction qui va d'un point A, négatif, -1, à un point B, positif, +1, avec des échelons intermédiaires qui vont permettre de nuancer l'orientation du commentaire. Est-ce que c'est nettement plutôt négatif ou nettement ou plutôt positif? À partir de là, vous aurez la possibilité d'analyser vos résultats de deux manières, soit en évaluant des proportions de commentaires négatifs, positifs ou partagés, soit en calculant un score moyen d'orientation par thématique. En termes d'analyse, justement, on va pouvoir soit analyser le ton général des commentaires sur l'ensemble du corpus laissé par les clients. Est-ce qu'on a plutôt des évocations positives, négatives ou partagées? Mais ce qui va être surtout intéressant, c'est de voir, comme on l'a dit précédemment, quelles sont les thématiques, quels sont les sujets qui sont évoqués dans le discours client. On voit ici que les différentes thématiques sont associées à des effectifs et des proportions parmi l'ensemble des commentaires laissés. Et pour chacune de ces thématiques, on pourra finalement visualiser quelle est l'orientation de chacune d'entre elles. On voit dans notre exemple que le savoir-faire, par exemple, du conseiller va plutôt être évoqué positivement, alors que la joignabilité ou la disponibilité du service va plutôt être évoquée de manière négative. Là encore, il va être intéressant de contextualiser ces analyses en allant regarder auprès de tel ou tel profil de clients, est-ce qu'ils évoquent les mêmes thématiques ou est-ce que certains sujets sont plus évoqués par tel type de client et surtout de quelle manière est-ce qu'ils les évoquent. Alors, en termes de restitution, le webinaire du mois de juillet, alors qui va s'appeler, je l'ai marqué par ici, je l'ai plus en tête, donc de la voix du client à l'action, donc structurer et exploiter vos verbatims, donc qui sera animé par Marion et Myriam, nous permettra un petit peu d'approfondir cette réflexion avec l'utilisation notamment d'une matrice RIS, c'est une matrice importance-performance qui permettra de relier finalement ces indicateurs qualitatifs à un indicateur quantitatif, notamment la recommandation, et comprendre de quelle manière chaque thématique va impacter finalement l'expérience vécue par les clients. Ouais, pour aller beaucoup plus loin, là, c'est une introduction, on va dire. Tout à fait. Alors maintenant, on va faire juste un petit zoom pour conclure sur l'idée de benchmark, parce que ces indicateurs-là vont vraiment s'introduire dans cette idée de se comparer aux performances de celles du marché. Le principe du benchmark, c'est une méthode de comparaison qui permet donc de se positionner par rapport à ses concurrents, d'atteindre des objectifs, de s'aligner aussi avec les standards de ce qui se fait. Donc, il va y avoir trois éléments à prendre en compte. Ça permet d'évaluer sa compétitivité pour savoir comment on se positionne donc par rapport à nos concurrents. Ça va nous permettre aussi de nous fixer des objectifs réalistes. Si on sait que, par exemple, un NPS, il est à telle valeur dans notre domaine, ça va être de se dire que ça, c'est atteignable, c'est faisable, et sinon de pas chercher à atteindre un 70 alors que, voilà, on pourrait ne pas l'avoir puisque dans le marché, les concurrents ne l'atteignent pas non plus. Et puis, ça permet également, de toute manière, de mieux comprendre ce marché et du coup, d'orienter nos priorités stratégiques en tenant compte de ces indicateurs.
L'important, c'est aussi de prendre en compte toutes les attentes spécifiques des différentes cibles. On l'a dit, on l'a redit, mais le principe, c'est de dire que, par exemple, un professionnel va pas avoir forcément les mêmes attentes qu'un particulier. Donc, il faut toujours bien faire attention dans le benchmark à comparer ce qui est comparable. Alors, pour résumer... Oui, pour résumer, donc ce webinaire arrive à sa fin. Effectivement, vous a présenté ce qu'on considérait être les principaux indicateurs de l'expérience client. Il y en a d'autres, effectivement. On a vu en quoi ils permettent d'identifier, ils sont importants finalement pour votre activité. On a vu un peu leur méthode de présentation, de mesure, et on a essayé de vous donner ici des clés de lecture indispensables pour les analyser et les interpréter précisément. Ce qu'on peut compléter, c'est dire que chacun de ces indicateurs finalement joue un rôle un peu unique dans l'analyse de l'expérience client. Alors, il n'est pas forcément nécessaire de tous les intégrer dans vos enquêtes. Selon les questions que vous posez, selon les objectifs que vous assignez à vos études, vous pouvez combiner certains d'entre eux pour essayer d'obtenir une vision qui soit équilibrée. Donc, le webinaire est fini. Notre prochain webinaire, on vous donne rendez-vous le jeudi 19 juin, même heure, pas même équipe, puisqu'il sera animé par Séverine et Marilyn. Donc, du détracteur à l'ambassadeur, une stratégie personnalisée pour chaque client. Donc, on prolongera un petit peu la réflexion de ce jour une fois les KPI en main, en mettant en évidence des stratégies personnalisées qu'on peut mettre auprès de chaque client, dans l'objectif de faire de chacun d'entre eux de fidèles défenseurs et ambassadeurs de la marque. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Et passez une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.